On compare souvent la communication à un iceberg. L'idée, c'est que la partie visible, la pointe, ce sont les mots. C'est à peine 10% de l'échange. C'est ça. Et tout le reste, cette masse énorme sous la surface, c'est le non-verbal, le ton de la voix, la posture, un regard. C'est là que tout se joue en fait. C'est une excellente image. Ça montre bien que c'est crucial, mais en même temps c'est caché. Et si on ne fait pas l'effort de regarder sous l'eau, on passe à côté de l'essentiel. On ne voit que la pointe et on risque de tout mal interpréter. Exactement. Et c'est un peu notre mission aujourd'hui, apprendre à plonger. Pour cette exploration, on s'appuie sur un texte de Gilles Besson qui s'appelle « Le langage non verbal ». C'est un guide pensé pour des cliniciens à la base. Mhm. Mais on va voir que c'est universel. D'ailleurs, il nous met tout de suite dans le bain avec un exemple frappant. Un patient qui dit « tout va bien », avec le sourire, mais qui, en même temps, triture un mouchoir. La question est posée, qui on croit? Les mots ou les gestes? C'est le dilemme central, ce conflit permanent entre ce qui est dit et ce qui est montré. Savoir décrypter ça, c'est une compétence fondamentale, pas seulement pour un médecin, mais pour tout le monde en fait. Alors si on veut devenir de meilleurs observateurs, de meilleurs plongeurs, on commence par où? J'imagine qu'on peut vite se noyer dans les détails si on ne sait pas où regarder. Le premier réflexe, c'est le visage, non? C'est le réflexe de tout le monde, et c'est un bon point de départ. L'auteur confirme que le visage et le regard, c'est la première des 3 zones d'observation clés. Il appelle ça le siège des émotions primaires. La joie, la tristesse, tout ça. Voilà, ça s'affiche de manière quasi instantanée, parfois avant même qu'on en ait conscience. Donc, on y cherche quoi concrètement? Un froncement de sourcils, ce genre de choses. On cherche ça, bien sûr, mais aussi des choses plus subtiles. L'auteur nous invite à aller au-delà de l'évidence. Un regard fuyant, par exemple. Ah oui, le cliché du menteur. Exactement, mais c'est souvent plus complexe. Ça peut être de la honte, de la gêne, ou simplement la difficulté à parler d'un sujet douloureux. Et puis, il y a des détails presque invisibles. C'est-à-dire des choses qu'on ne contrôle absolument pas. Précisément. Des pupilles qui se dilatent d'un coup, ou un battement de paupières qui s'accélère. Ça, c'est des indicateurs de stress intense. Le corps réagit à une question, une pensée, bien avant que le cerveau ait le temps de construire une façade. C'est le corps qui parle à l'état brut. C'est fascinant, mais le texte avance une idée que je trouve assez contre-intuitive. Il dit que les parties les plus honnêtes du corps, en fait, Mhm. ce sont celles qu'on oublie complètement de contrôler. Je suppose qu'il parle des mains et des pieds. C'est exactement ça, et c'est la deuxième zone stratégique. Les extrémités. On fait tous un effort pour maîtriser notre visage, pour sourire quand il faut, mais qui pense à contrôler la position de ses pieds sous la table? Personne. Bah voilà. C'est pour ça qu'elles sont si révélatrices. Elles trahissent nos intentions profondes. J'aime bien cette idée de trahison. Il donne des exemples pour illustrer ça. Oui, un trait visuel. Une personne assise, qui vous parle calmement, mais ses mains sont crispées sur les accoudoirs du fauteuil. Son discours est posé, mais ses mains, elles, crient une tension. Une anxiété, peut-être une douleur. Et pour les pieds, c'est encore plus parlant. Dites-moi. Vous êtes en discussion, la personne vous fait face, mais ses pieds sont orientés vers la porte. Ah oui, comme s'il se préparait déjà à fuir. C'est ça. C'est un désir inconscient de mettre fin à l'échange. Le cerveau social reste poli, mais le corps primitif, lui, a déjà décidé de partir, quoi. On dirait que le corps a son propre agenda. Mais ce n'est pas qu'une question de geste, j'imagine. La façon dont on se tient, dont on occupe l'espace. Et ça nous amène à la 3e zone, la posture et la gestion de la distance. La proxémie. C'est notre rapport à notre bulle personnelle. D'accord. Une posture recroquevillée, les épaules rentrées, c'est un geste de protection universel. On se fait petit pour se protéger. À l'inverse, se pencher en avant vers l'autre, C'est qu'on cherche le contact. on cherche du lien, un besoin d'être entendu ou de recevoir du soutien. Et cette fameuse bulle, la distance, c'est si important. C'est crucial. L'auteur prend l'exemple du médecin avec un stéthoscope. S'il s'approche trop vite, sans prévenir, il envahit cet espace intime. La réaction est immédiate. Le patient se raidit, se ferme, le corps se met en défense, et la parole aussi. D'accord, donc on a nos 3 zones, visage, extrémité, posture. Mais savoir où regarder, ce n'est que la première étape. Le décodage, ça commence quand on assemble les pièces du puzzle, j'imagine. C'est là qu'on passe de l'observation à l'interprétation. Le texte identifie des schémas, des signaux d'alerte. Et le plus important de tous, c'est ce qu'il nomme le décalage.
L'incongruence. C'est notre patient du début, avec son mouchoir. Exactement. Les mots disent oui, mais le corps hurle non. C'est ce sentiment étrange quand on sent que quelque chose cloche, que les paroles de quelqu'un ne vibrent pas juste. C'est tout à fait ça. Et l'auteur donne un exemple encore plus troublant. Le patient qui sourit en annonçant une nouvelle terrible, un décès, un diagnostic grave. Ah oui, c'est déroutant. On pourrait penser à du déni. Mais l'analyse proposée est plus profonde. Ce sourire peut être un mécanisme de défense pour se dissocier de la souffrance, ou alors une immense pudeur, une tentative de protéger l'autre de sa propre douleur. C'est bouleversant. Donc ce n'est pas un mensonge, mais plutôt le symptôme d'une lutte intérieure. Absolument, c'est une information capitale. Un autre signal intéressant, ce sont les gestes d'autocontact. Se frotter la nuque, se passer la main sur le bras. Le fameux si quelqu'un se touche le visage en parlant, c'est qu'il ment. L'auteur va à l'encontre de ça, j'imagine. Il nuance très fortement, il explique que ce sont avant tout des gestes d'auto-apaisement. Quand on aborde un sujet anxiogène, le corps cherche à se rassurer, à baisser le stress. On se fait un mini câlin, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Donc voir ces gestes, ce n'est pas démasquer un menteur, c'est comprendre qu'on vient de toucher un point sensible. C'est une invitation à plus de douceur, pas à plus de suspicion. C'est une perspective beaucoup plus empathique. Complètement. Et ça se connecte au troisième grand signal, le changement soudain. L'idée, ce n'est pas d'interpréter une posture dans l'absolu, quelqu'un peut avoir les bras croisés juste parce qu'il a froid. D'accord? Ce qui est révélateur, c'est la rupture. L'exemple du texte est très clair, vous discutez, tout va bien, puis vous posez une question sur, disons, l'alcool, et à cet instant précis, la personne qui était ouverte croise brusquement les bras et les jambes. Le rideau de fer qui tombe. Voilà. Le corps vient de se fermer comme une huître. Ce changement instantané, en réponse à votre question, est un indicateur très puissant. On vient de heurter un mur de résistance. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé d'observer l'autre. Mais c'est une conversation, pas un spectacle. Le texte opère un pivot que je trouve essentiel. Il nous rappelle que notre propre langage corporel a un rôle majeur. C'est un renversement de perspective fondamentale. On passe de décodeur à émetteur. Notre corps devient un outil thérapeutique, un outil pour créer l'alliance. Et la technique clé pour ça, selon l'auteur, c'est la synchronisation. La synchronisation. Le mot me fait un peu peur. Ça sonne un peu artificiel, voire manipulateur. C'est une excellente question, parce que c'est le piège. Il ne s'agit surtout pas d'imiter grossièrement l'autre. Ça briserait le lien tout de suite. Alors c'est quoi? Avant, adoptez vous aussi une posture similaire, légèrement penchée. C'est un message inconscient très puissant qui dit « Je suis avec vous sur la même longueur d'onde ». Un message de sécurité. Et pour le regard, on a dit qu'un regard fuyant était suspect, mais fixer quelqu'un, ça peut être très intimidant. L'auteur propose une règle étonnamment pratique. La règle des 60%. Maintenir un contact visuel environ 60% du temps. Ah oui, C'est assez pour montrer son écoute sans que ça devienne un regard inquisiteur, agressif. C'est un équilibre entre la présence et le respect. 60%, c'est précis? Bien sûr, ce n'est pas à mesurer avec un chrono. C'est un ordre de grandeur, une boussole. C'est un regard qui se connecte, puis se déconnecte brièvement. Un regard vivant. Et la position dans la pièce aussi, j'imagine. L'auteur utilise cette image très forte du médecin debout qui domine le patient assis sur son lit en pyjama. Cette image est centrale. Cette simple différence de hauteur crée un déséquilibre de pouvoir immense. Ça tue la confidence. Le simple fait de tirer une chaise et de s'asseoir à la même hauteur, c'est un acte non-verbal d'une portée énorme. Ça dit « Nous sommes des égaux dans cet échange ». Il y a un dernier micro-geste que le texte mentionne et que j'ai trouvé génial. C'est la technique des hochements de tête. Ah oui, les 3 légers hochements. C'est une technique spécifique, faire 3 petits hochements successifs et lents quand la personne marque une pause. C'est un encouragement très actif. Ça dit « Continuez s'il vous plaît, ce que vous dites est important ». Ça agit comme un lubrifiant social, en fait. C'est exactement ça. Bon, tout ça demande un effort considérable. Alors, la question essentielle, à quoi bon? Quelle est la finalité de toute cette gymnastique? C'est la question du pourquoi, oui. Le texte donne 3 bénéfices majeurs. Le premier, c'est la précision du diagnostic. Le corps est parfois plus fiable que les mots. Prenez la douleur. Il existe ce qu'on appelle le faciès douloureux. Les traits tirés. Voilà, le front plissé, la mâchoire serrée. Un patient peut dire « ça va à peu près ». Mais son visage raconte une toute autre histoire. Lire ce visage permet de mieux évaluer sa souffrance. On obtient une information plus objective. Et le deuxième bénéfice? Le deuxième, c'est l'empathie en action.
C'est la capacité de se connecter à l'émotion de l'autre avant même qu'elle soit formulée. Percevoir les micro-signaux d'une tristesse, une lèvre qui tremble une seconde. Ça permet de savoir quand se taire ou quand, comme le dit l'auteur, c'est le bon moment pour simplement poser une main sur une épaule. C'est l'art du timing émotionnel, en quelque sorte. Et le troisième point, Evelyne? Le troisième, c'est la crédibilité. Et c'est peut-être le plus important. C'est la nécessité d'aligner ce qu'on dit et ce qu'on fait. L'auteur utilise cet exemple que tout le monde connaît. Le médecin qui vous dit « je vous écoute attentivement ». Tout en tapant sur son clavier et en fixant son écran. Voilà. Ça annule complètement le message. La crédibilité est détruite. Exactement, le message non verbal « mon ordinateur est plus important que vous » écrase le message verbal. Pour qu'une relation de confiance s'installe, il faut que l'autre sente cet alignement, que votre corps, votre attention, votre regard confirment la bienveillance de vos paroles. En faisant la synthèse, ce que je retiens, c'est que le non-verbal n'est pas une science exacte. Il n'y a pas de dictionnaire. L'auteur utilise une très belle métaphore. Il dit que c'est une danse. Il faut être attentif au rythme, à l'harmonie ou à la dissonance. C'est tout à fait ça. Le but, ce n'est pas de devenir un profileur du FBI qui traque le moindre indice. Le but, c'est de développer une sensibilité, une qualité d'écoute qui va au-delà des oreilles. La conclusion du texte est très belle. Mhm. Il dit que le regard attentif du soignant est parfois son plus bel examen complémentaire. Il s'agit de devenir un soignant résonnant, quelqu'un qui entre en résonance avec ce que ressent l'autre. Un soignant résonnant. J'aime beaucoup cette formule. Ça me fait penser la pensée finale de l'auteur, que j'aimerais qu'on élargisse un peu. Il écrit « Pour le prochain patient, essayez ceci. Ne l'écoutez pas seulement avec vos oreilles, regardez-le avec votre intuition. » Alors, posons-nous la question. La prochaine fois qu'on discutera avec quelqu'un, un collègue, un ami, que se passerait-il si pour un instant, on arrêtait de préparer notre réponse pour simplement observer et essayer non pas seulement d'écouter avec nos oreilles, mais de regarder vraiment avec notre intuition?